Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser le Monday Night Raw et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut El Patron. Salut peuple de Catch-Up. Ça va bien? Ouais, ça va bien, comme je te disais en off, mais je peux pas trop parler, donc je peux pas trop en dire à l'antenne, mais ça va. Et toi, comment vas-tu? Écoute, plutôt pas mal. Nous voilà de retour pour le show rouge, après le show bleu. C'est parti, quoi. Hein. Ça y est, on est Ah dans... ouais, hein, votre tag team préféré, la tag team préférée des auditeurs. Justement, on a beaucoup parlé de Crunchyroll la semaine dernière. On va voir qu'on va forcément reparler un petit peu. Aujourd'hui, à Monday Night Raw, on était à Cleveland et il y avait Ric Flair. Ric Flair a ouvert le show donc sous dans une pop énorme. Hein, le public était en feu. Il y avait plein de mecs déguisés en Ric Flair. Dans le public. D'ailleurs, Ric Flair les a vus. Ric Flair débarque. Et Ric Flair, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit booker un petit peu l'Arabie Saoudite. Hein. Son équipe va affronter celle de son vieux copain Hulk Hogan. Et Ric Flair, il vient un peu en vieux roublard. Visiblement, c'est même sûr et certain, vu la tronche des membres de son équipe, hein, il est du mauvais côté, hein, du côté obscur de la force. Donc, on a un Ric Flair avec une attitude de heel, hein, qui se moque, qui commence à dire qu'il pourrait coucher avec ta sœur. Enfin, voilà, il commence à rembarrer un petit peu tout le public. On ne comprend franchement rien à ce qu'il dit. Je sais pas si tu as compris ce qu'il a dit. Je pense quand même. Le mec, en fait, au début, je pensais, parce que Ric Flair est agité dans tous les sens, comme si buggé dans le jeu WWE 2K. Tu vois, les animations de Ric Flair, elles étaient cheloues quand même pendant toute cette séquence d'ouverture. Il bougeait dans tous les sens, il était tout rouge, il s'énervait. Et en fait, je me suis dit, le mec, au début, je me suis dit, il est sous coke. Il se fait un petit rail avec ses vieux copains, là, avant de grimper. Et il fait son spectacle. Et en fait, je... et en fait, 70 piges en train de se faire un rail de coke dans la Gorilla Position, c'est pas mal. attends, visiblement, il va beaucoup mieux, hein, Ric Flair. Il disait en interview que qu'il a mis comme 2 ans à se remettre de son attaque cardiaque là qu'il a eu, hein, son arrêt du cœur. Le mec, il a failli y passer plus d'une fois. Il a expliqué dans une interview que ça lui a mis 2 ans pour s'en remettre et que maintenant le gars il retourne à la salle. Il est chaud. Il a retrouvé ses 20 ans là, Ric Flair. C'est fou. Et du coup, ouais, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, après, je me suis dit, en fait, le mec, juste là, c'est vraiment ça. Là, il est en train de kiffer comme jamais, Ric Flair, là, parce qu'il a le sourire, il avait la banane, on comprenait rien à ce qu'il disait, il lançait des woods dans tous les sens, il bâchait tout le monde, et il était sur un petit nuage, et surtout, il était là pour nous présenter donc le dernier membre de son équipe, qui n'était ni plus ni moins que Drew fucking McIntyre, l'Écossais est de retour. Alors ça, je sais que tu l'adores, Chris, donc tu devais être bien chaud là. Ah ouais, le Scottish psychopathe est dans la place. C'était une putain de bonne nouvelle. Après, sur Flair, franchement... Pourtant, je pense que mon anglais est de bonne qualité, mais vraiment, si j'ai compris 25% de sa promo, c'est le bout du monde. Ouais, l'histoire de ta sœur, ta mère, tout ça, quoi. Il s'est adressé à des gens dans le public. Il a fait un peu. T'as raison, en fait. Hein, il était survitaminé, le Ric Flair. Quoi. Il était chaud bouillant, le papy, quoi. Mais bon, du coup, comme on comprend rien à sa promo, la bonne nouvelle, au final, c'était quand même de voir l'Écossais débarquer, qui est de retour de blessure, qui semble au taquet. Donc ça, c'était vraiment parfait, quoi. Je suis vraiment content de le revoir. Ah ouais, moi j'étais comme toi, hein. Franchement, j'ai vu Drew McIntyre. Au début, j'ai entendu la musique. Tu sais, franchement, il y a tellement de catcheurs, il y a tellement de theme songs que là, j'ai cru que c'était Sheamus au début. Je dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est avec les cornemuses et tout. Putain, c'est Sheamus. Et après, fait, ah ben non, mais oui, je suis contre McIntyre, mais évidemment. Et ça fait plaisir parce que le mec, il a un charisme de dingue, quoi. Drew Ouais. McIntyre, il avait été draft très haut, hein, au premier tour dans lors de la draft officielle. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle pour ses fans. C'est Et quand même autre bonne... c'est un énorme powerhouse à Raw quand même, quoi. Et ce gars-là, moi, il fait partie des gars qu'on attend de voir un jour dans le main event.
Comment? Bah, on attend que ça, on attend que ça. Comme tu dis, un énorme powerhouse. Il en a fait la démonstration pendant un match. Alors, je me suis dit, j'ai pensé à toi, Chris, pendant ce match, hein, parce que Drew McIntyre a affronté le King Ricochet, le Prince Puma, dans un match. En plus, il y avait alors tout est aligné pour faire plaisir à Chris. Ah bah là, c'était énorme. Gros opener, retour de Drew McIntyre, Ricochet dans un match de plus de 15 minutes. Ah ouais, non mais là, franchement, là, moi, j'étais sur le cul. Hein. J'ai dit, putain, ça commence comme ça, là. Mais c'est la folie. Donc gros match hein, avec un Ricochet qui a fait de l'overselling de dingue, il a sauté dans tous les sens, Drew McIntyre lui a collé des droites pas possibles. Sur la fin, quand il l'a chopé là et qu'il l'a balancé sur les marches d'escalier, c'était excellent, j'adore cette prise, il a vraiment des prises de dingue, il a un attirail d'attaque, mais qui sont très... tu dis que c'est un powerhouse, mais c'est exactement ça, le mec... il te donne, quand il donne son coup de boule, là, ça c'est après le match, parce qu'évidemment, il gagne son match, ce qui est déjà une bonne chose. Et en plus, derrière, il tabasse Ricochet, mais quand il le prend par la tête, puis qu'il lui fout un coup de boule, mais t'as mal pour Ricochet, quoi. Donc, gros match. Je pense que là, c'était difficile d'être frustré ou déçu par cet opener qui a donné le ton hein, pour le retour de Drew McIntyre. Là, va falloir tous les petits mecs de 205 qui ont été draftés au Show Rouge. À mon avis, là, ils étaient cachés dans les toilettes en espérant que Drew McIntyre les voit pas. Ah ouais, non mais c'était bon, hein. C'était vraiment un bon match. J'avais même pas de déception de voir Ricky perdre le match, si tu veux quoi, parce que de toute façon Flair était là, tout était dans les conditions pour que les Heels soient vainqueurs au final. Et on a eu un putain de bon match de catch, quoi. Et ça fait plaisir à Raw, quoi, de commencer comme ça, de commencer le show de cette manière-là, quoi. Donc vraiment, écoute, ça nous promet quand même un crown jewel à 5-5 là, avec déjà rien qu'avec ces deux mecs-là dans le line-up, déjà on est assuré d'avoir du spectacle. Comme tu l'as dit dans le combat, il y a eu plusieurs moments, et puis cette capacité à Ricochet face au Powerhouse à balancer des enchaînements de prises, non pas à se contenter, tu vois, comme souvent les petits gabarits sur les gros. Ils font une prise, après derrière ils sont en difficulté et tout. Non, Ricky, lui, Ricky, il enchaîne le springboard crossbody enchaîné avec un Enzugeri. C'était du haut vol et il se fait un standing shooting star press sur la sortie de ces deux prises-là. Il se dégage near fall et c'est le Drew qui se relève et qui porte un putain de coup de pied sur le tablier là. Là, mais tu dis ouais, parce que c'est ça, Drew McIntyre, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est heal, mais il est stiff en plus, quoi. Son attirail, son moveset pour cogner, c'est vraiment, comme tu l'as dit, ouais, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du sérieux, quoi. Donc ouais, non, ça faisait vraiment plaisir d'attaquer sur un truc comme ça. Un camion dans la tronche, quoi, avec Drew McIntyre. Mais Ricochet, effectivement, en grosse prestation, il l'a soulevé, hein. Il a soulevé Drew McIntyre, quand même. Eh ouais. Il est costaud, ce petit Ricochet. On va l'appeler Ricosto. Je fais une petite digression sur la Lucha Underground, mais Ricochet à la Non, arrêtez-le. Non, je ne m'arrêterai pas. Et il affrontait régulièrement, mais vraiment très régulièrement, des gros powerhouse à la Lucha Underground, parce qu'il y avait des mecs comme Jeff Cobb, aka Matanza, il y avait Mil Muertes, il y avait Brian, il y avait Cage, il y avait un paquet de powerhouse et il les affrontait et il se fritait grave avec eux, quoi. Donc ce mec, il est totalement adéquat pour des oppositions de style comme ça entre un high flyer et un véritable powerhouse comme Drew McIntyre. C'était, écoute, c'était un super match. Ric Flair, à un moment, il a chopé le micro pendant le match. Regarde droit dans la caméra, enfin droit, il y avait les yeux qui partaient dans tous les sens. Il prend le micro et fait on est dans quelle émission déjà? Raw ou SmackDown? Je m'en fous, je sais pas, mais bon, Hogan, je te lance un défi. À SmackDown, on se donne rendez-vous. C'était énorme, Ric Flair, et puis il en pouvait plus là sur sa chaise là. C'était du spectacle, franchement. Les 20 premières minutes de ce show, ils auraient pu terminer, genre après couper, et j'étais content. J'avais 20 minutes d'Euro parfaites. Mais évidemment, heureusement, c'était pas terminé, donc passage à tabac hein, derrière, Drew McIntyre. On a eu ensuite, je passais très rapidement, il y a eu du Aleister Black, et de retour, hein, toujours dans sa cave, sauf que cette fois-ci il est torse nu.
Donc il est à Raw hein, maintenant, Aleister Black. Il retrouve, enfin, il regagne le ring pour affronter un jobber local, un certain Jason Reynolds. Dans un match où j'ai trouvé franchement beaucoup trop long. Le jobber a eu même une phase offensive. Je me suis dit, mais what the fuck? Bon, ça a permis à Aleister Black de montrer un petit peu tout son arsenal, mais de placer un Black Mass pardon, qui était même pas forcément son meilleur. Non. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal. En fait, je comprends pas la logique. Aleister Black, en fait, je regardais le truc, donc je vois la vidéo, c'est où il est dans sa cave, et puis je me dis, ah, ok, on repart sur le même délire, pas de problème. Je dis, en fait, ils n'ont toujours pas compris ce personnage-là. Le mec, il veut la bagarre, mais il va pas la chercher. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas, tu peux pas pendant 6 mois être dans ta cave à vouloir chercher la bagarre. En fait, tu restes coincé. C'est toi qui est planqué, toi. Et après, donc, enchaînement, le mec va sur le ring. Et je me suis dit, ah, ça y est, le mec va faire genre un peu un open challenge. Et ce sera, enfin, comment dire, il y aura une logique dans tout ça. Le mec lance des défis et ça conduit à un match. Et c'est la base du catch et on est très content. Mais en fait, non, il va sur le ring. Il y a déjà un gars qui l'attend, en fait. Donc, enfin, la logique est complètement inversée, quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris qui était Aleister Black. Qu'est-ce qui le motive réellement? C'est ça qui était complètement con. C'était le fait qu'il y ait le mec qui attende. Alors que c'est Black qui attend normalement. Oui, c'est lui qui attend normalement et qui dit qui c'est qui vient me chercher, qui c'est qui vient toquer à la porte. En fait, bah non, bah il y a déjà un mec sur le ring, donc il faut y aller, quoi. Donc écoute, la résistance du jobber, je pense que c'était justement pour que Black il passe quelques coups supplémentaires, on va dire. Et ouais, c'était un match sans intérêt, quoi, contre un jobber, voilà, avec une victoire facile pour Aleister Black. Et puis voilà, quoi. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. C'était assez laid. Moi, je reste de toute façon assez ébahi par le traitement d'Aleister Black depuis son arrivée dans le main roster. D'abord, la tag team avec Ricochet, même si ça marchait pas trop mal finalement sur la fin. Puis bon, bah ça s'est arrêté parce que de toute façon, il fallait que ça s'arrête. Ouais, Et les mecs, ça leur a donné un match à WrestleMania, donc c'était cool ouais, pour eux, mais derrière, ça patine, quoi, pour Aleister Black. ah ouais, là, ça pour patiner, ça patine. Il y a pas de problème, hein. On verra sur la suite un peu ce qu'ils vont le donner. Et il faut le lancer vers une ceinture, vers le titre intercontinental, tu vois, il faut lui donner quelque chose à manger, quoi, parce que là, si on reste sur un truc comme ça, indéfini et indéfiniment, ça va être compliqué pour lui, hein. Il va avoir beaucoup de mal à faire son trou. Ouais, non, on est un peu dans une boucle. Je pensais qu'avec l'histoire de Cesaro, son match contre Cesaro, on sortait un petit peu de tout ça, mais en fait, bah, il est drafté à Raw, du coup, on recommence, on repart de zéro, quoi. Après, si tu veux, le truc, c'est que il me semble qu'Aleister Black, il ne sera pas à Crown Jewel en raison de ses tatouages. Je crois qu'il y a une histoire par rapport à ses tatouages. Ah oui, oui, t'as raison. J'ai regardé sur ce qui était annoncé là pour l'instant et effectivement, il ne figure pas dans le roster qui est prévu pour Crown Jewel pour l'instant. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi que pour l'instant il est en stand-by et qu'on lui colle un jobber local et puis qu'on attend de voir ce qui se passera après Crown Jewel? J'espère qu'il va faire partie, par exemple, tu vois, de ce qui me plairait bien, par exemple, Aleister Black, pour le relancer un peu, ça serait qu'il fasse partie de la team Raw face à la team SmackDown dans le 5 contre 5 traditionnel des Survivor Series, par exemple. Bah écoute, j'en parlerai à WWE, j'en parlerai, je leur soumettrai l'idée. Ou alors le titre intercontinental. Voilà, on le lance vers le titre intercontinental. Il faudrait mettre un peu du monde là sur cette histoire de titre intercontinental là. Organiser un Alors petit. là, attends, c'est un autre show, là, encore, là. Tu veux encore les faire bouger, les pauvres. Bah non, pardon, excuse-moi. En plus, ouais, je parle du titre intercontinental, mais en fait non, c'est le titre US qui est à Arrow. Je dis, fallait me corriger. Bah tiens, Je te corrige, je te mets le nez dedans. mets-moi une close line. Voilà, oui. Le titre US. Par-dessus à troisième corde, le Chris. Moi, je suis tellement un amoureux du titre intercontinental que je veux le mettre à toutes les sauces. Mais donc du coup, oui, non. Ouais, AJ Styles, Aleister Black, moi, c'est un match que je veux voir. bah, ça attendra, puisque ce qui s'est passé en main event, on aura décidé autrement. Tu parlais d'amour. Parlons d'amour. C'est pas que de la violence, c'est aussi de l'amour, mais de l'amour brisé, l'amour empoisonné. Puisque, comme vous le savez, Rusev a été cocufié par Lana. Et Jerry Lawler, qui est un petit peu le Dr Love, visiblement, de la WWE, qui aime être impliqué dans des histoires d'amour à Stamford.
Donc on est à la King's Court de Jerry King Lawler et Rousseff, on lui demande, bah écoute, dis-nous qu'est-ce qui se passe là, il faut faire une petite déclaration, vous êtes des personnages publics, d'autorité publique, vous êtes connus du monde entier, qu'est-ce qui se passe dans le couple Lana-Rousseff? Rousseff dit, bah en fait c'est pas la faute de Lana, il est là avec sa petite moustache, son t-shirt blanc, il fait, c'est pas la faute de Lana, c'est Bobby Lashley qui l'a corrompu, et je vais le choper et je vais le crush. D'ailleurs, il a toujours sa bague, Rousseff. Il y croit encore. Il refuse de croire à ce que Lana soit partie. Et Lana et Bobby apparaissent. Ils sont au resto dans probablement le meilleur restaurant de Cleveland, puisque Bobby se gargarise en disant, bah voilà, Rousseff, regarde, j'ai emmené ta meuf, là, je l'ai emmené au meilleur restaurant, toi, tu l'as emmené jamais à sortir, voilà, c'est ça un vrai gentleman, quoi. Et Lana est d'accord, elle dit que c'est un véritable amour qui est entre le magnifique Bobby et elle. Et Rousseff va les choper, il les retrouve un peu plus tard au restaurant, il passe une grosse correction là à Bobby Lashley et il se fait arrêter par les flics. Rousseff est mis en garde à vue. Il est coupable d'aimer, tout simplement. Dur. Ouais, Amour rend criminel. Dur. La police américaine n'a aucun sentiment pour ce genre de choses. Cocus n'ont aucun droit dans ce pays. C'est pas normal. Les cocus terminent en garde à vue. On dirait une comédie française des années 70. Les cocus en garde à vue. Ça pourrait être ça. Bon, écoute, que te dire de ce segment moi, je suis carrément pas client de ce genre de truc. Donc depuis le début, là, moi, je souffre avec cette rivalité-là, quoi. Vivement comme Rousseff. qu'il y ait un match, qu'ils règlent leurs histoires de cocufiage sur le ring, et puis que voilà. Et même ça, je suis un peu inquiet de ce qui va se passer sur le ring entre Lashley et Rousseff, quoi. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'alchimie entre ces deux-là. On verra. Mais écoute, moi, franchement, je trouve ça super pauvre. Donc, et puis, si tu veux, autant je pouvais me féliciter du départ de Michael Cole de Raw, mais le problème, c'est qu'il y a Jerry Lawler qui est arrivé depuis, et que non seulement Jerry Lawler, on se le tape aux commentaires, mais en plus, c'est lui qui fait les interviews au milieu du ring. Et donc, mes oreilles souffrent terriblement. Alors, en plus, si c'est pour nous vendre une rivalité comme celle-là, et puis Lana, je la trouve, je sais pas ce que tu trouves, mais elle est over tout, quoi. Elle surjoue le truc, mais c'est je sais pas, quoi. Vraiment, moi j'ai vu des trucs dithyrambiques sur cette rivalité sur certains sites de catch, quoi. Mais alors moi, vraiment, je suis certainement trop vieux, les amis. Mais moi, j'accroche. C'était pas des sites de catch. Non, moi, après mon 4e divorce, je faisais pas une tête comme Rousseff, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc non, moi j'accroche pas. Contacte Rousseff, propose-lui tes services. Il a besoin d'un coach de vie. Ouais, je crois qu'il a besoin. Il verra. Après Lana, il y a une vie. Voilà, il y a une autre vie. Lana, enfin, c'est Bobby Lashley qui expliquait en interview, là, dans une interview avec Sam Roberts, qui a été faite il y a quelques semaines, qui est visiblement assez intéressante. Il a interviewé plusieurs stars. Et tu avais Bobby Lashley qui expliquait. Alors, le mec est totalement à l'opposé de tout des conneries là qu'on voit. Et il expliquait que il se retrouve dans ce genre de segment là. C'est complètement con, mais lui, en fait, ça le fait kiffer. Pas qu'il veuille faire que ça, toi, mais au moins il a cette logique de dire vaut mieux être à la télé à faire des conneries que pas y être du tout. Et ouais. Non, mais ça, moi j'adhère à ça. C'est de toute façon, ils veulent avoir du temps d'antenne, les mecs, de toute façon. Donc, même si c'est sur une histoire de cocufiage, et allons-y. En plus, c'est pas comme si c'était une nouveauté. Encore une fois, la WWE, quoi. Ça a parsemé. Ça a parsemé les programmes de la WWE pendant des décennies, de toute façon. Tu vois, dans les années 80, t'avais déjà le Macho Man avec Miss Elizabeth, Lex Luger, t'avais déjà tout ça. Donc finalement on nous ressort en plus de la vieille soupe, j'ai envie de te dire. Et pas forcément. Les triangles amoureux, voilà, c'est ce qui régit 95% des histoires depuis la nuit des temps. Donc, c'est la WWE ne va pas faire exception. Voilà, on veut le retour de l'attitude era, ça en fait partie aussi, ce genre de conneries. Donc, Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. De toute façon, tu l'as à toutes les sauces. C'est comme ça. Là, ce qui me dérange, c'est que
Rusev, c'est un bon catcheur, c'est un mec que j'aime bien, quoi. Et Lashley, Lashley, moi, je suis vachement déçu de son run à la WWE, mais pour l'avoir vu un peu ailleurs, etc., ce qu'il avait fait ailleurs, il a fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses à la TNA, entre autres, quoi. Et TNA, il a roulé sur toutes les divisions. Il avait toutes les ceintures, le mec. mais vraiment, son run WWE, quand même, est vraiment, vraiment moyennasse. Tu sais qu'il s'accroche toujours à cette histoire d'avoir son match face à Brock Lesnar. Dans cette interview, il en reparlait encore. En fait, le mec, s'il reste, une de ses motivations, de se lever tous les matins et d'aller à la WWE et de rester à la WWE plutôt que d'aller, je sais pas, aller dans une fédération de seconde zone comme la AEW. Le mec, il explique que il croit toujours à son opportunité d'affronter Brock Lesnar parce que c'est pour ça qu'il est revenu. Hein. Il le dit clairement, c'est pas juste les rumeurs, c'est vraiment ça. Et que effectivement, il se dit bah voilà, faire ce genre de conneries, je me fais huer, les gens me détestent. Et je sais pas. Là, la logique, il me perd un petit peu quand il dit ça, mais il se dit bah voilà, moi je vais me faire détester et puis ça va peut-être me redonner une opportunité d'affronter Brock Lesnar. Donc le mec a un objectif, affronter Brock Lesnar. Et du coup, bah, en attendant, il pique la copine des autres. Il faut bien s'occuper. Autant je suis pas un fan d'un match Rusev-Lashley dans les conditions qu'on voit à l'heure actuelle. Autant un Lashley Lesnar, je serais assez motivé pour voir un match comme celui-là, quoi. Si tu veux, effectivement, si ça s'était passé dès son arrivée à Lashley, ça aurait peut-être eu plus d'impact. Maintenant, ça va être compliqué de le relancer vers la bête. Mais Un claquement de doigts et c'est fait. Hein. oui, les choses vont vite dans le catch professionnel. Parfois. On parlait de Lesnar, on va laisser cette histoire de triangle amoureux de côté. On parlait de Lesnar. Rey Mysterio est là, il a toujours le bras bandé, ça va pas. Il dit qu'il a coaché, il a entraîné Kane pour affronter Brock Lesnar. Il vient remercier les fans qui l'ont encouragé, lui et son fils, pendant cette période difficile. Il pensait à la retraite. C'est vrai que il est plus tout jeune, hein, Rey Mysterio, même s'il fait toujours des galipettes. Hein. Donc voilà, il nous dit qu'il nous aime, quoi. On célèbre l'amour ce soir sous toutes ses formes, hein, même les formes corrompues. Mais surtout, ils vont célébrer la victoire de Kane quand il aura battu Brock Lesnar. Paul Heyman apparaît, il est pas d'accord. Il y a petite mésentente, hein, visiblement. Ok, Brock Lesnar a été battu par le champion pour le titre de l'UFC il y a 9 ans, il y a 10 ans, il y a 11 ans par Kane, mais ça va pas se reproduire. Il aura sa revanche, Brock Lesnar, en Arabie Saoudite, et il va se nourrir, il va manger tout cru Ken Velasquez. Et Shelton Benjamin débarque. Et visiblement, il comprend pas trop ce qui se passe. Shelton Benjamin, il reproche à Ray, il dit en fait, c'est quoi ce bordel Ken, là, il a obtenu un title shot juste parce que Brock Lesnar, là, il a aidé Rey Mysterio face à Brock Lesnar. Qu'est-ce que c'est que cette connerie De toute façon, Brock Lesnar, il a qu'un pote ici et c'est moi, ce qui est vrai. Je l'ai entraîné à l'université, je lui ai appris les bases de la lutte. Il nous ressort effectivement son amitié réelle. Effectivement, les mecs se connaissent bien. Et s'il suffit d'embêter Rey Mysterio pour avoir un title shot, c'est peut-être que je vais faire. Il commence à mettre des petites claques à Rey Mysterio. Ça dure un peu longtemps. Don't bully, be a star. Et Kane débarque. Ils font sur Shelton Benjamin. Lui donne de pauvres coups de poing là, à terre. Là, c'était assez pitoyable, j'ai trouvé, comme attaque, comme run-in. Et à la fin, donc Kane est debout face au pauvre Shelton Benjamin qui a subi l'assaut de Ken Velasquez. Donc voilà, on construit toujours et encore cette rivalité de Brock Lesnar contre Ken Velasquez. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interaction là où ils étaient quand même 3-4 et de Shelton Benjamin là, qui est venu sauver, pas venger l'honneur de Brock Lesnar, mais qui essaye de faire son trou. Là. Ouais. Pour rappel, Rey Mysterio, il a 44 ans. Et écoute, Benjamin, moi j'ai trouvé que c'était pas mal cette partition de justement se présenter comme l'ami de Brock parce que pour le coup, c'est la vérité et c'est le seul. C'est tellement rare qu'il puisse utiliser ce ressort-là de dire moi je suis le pote de Brock Lesnar. Il y a
Il n'y a que Shelton Benjamin, les gars, qui peut être le pote de Brock Lesnar dans le roster. Ils ont été champions tag team ensemble à la jeune époque, au temps de la OVW. Et puis Shelton Benjamin, il a l'âge qu'il a aussi, lui. Et il est dans une shape éblouissante, ce mec, quoi. Alors, Cain Velasquez, mais alors franchement, Cain Velasquez, encore une fois, je m'en suis déjà plaint la semaine dernière, hein, je vais m'en plaindre encore cette semaine. Hein. Mais là, pour moi, Cain Velasquez, il y est pas, quoi. Il y est pas du tout, mais alors pas du tout, quoi. Le grand and pound sur Shelton Benjamin, je me suis dit, Shelton Benjamin, s'il voulait, là, il mettrait un coup de coude, il le met KO, Velasquez. C'est vraiment parce que là, on est dans du sport de combat scénarisé. Parce que franchement, pour moi, entre Benjamin et Velasquez, voilà, quoi. Je suis assez. Moi, je suis vachement sceptique hein, sur l'arrivée de Cain Velasquez dans le roster, là. Mais alors, vachement sceptique. J'aurais presque préféré retourner sur un truc, ouais, bon, Brock Lesnar versus Ray Ray comme du temps de leur feu dans 2003, je crois. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on imaginait, toi, d'avoir un beau match de gala en Arabie Saoudite. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé, ouais, j'aurais signé pour un Rey Mysterio versus Brock Lesnar, ça m'aurait bien fait plaisir de revivre cette feud de 2003 là. Mais alors là, franchement, bah Velasquez, écoute, c'est parce que c'est du star power. Je rappelle quand même que Velasquez, il est même pas mexicain, officiellement, il est américain, hein, mais bon, c'est un Mexicanos dans le sang, dans le cœur. Hein, mais je sais pas. Écoute, encore une fois, j'ai vachement de mal avec cette histoire de Cain Velasquez versus Brock Lesnar. Bon, j'ai du mal. En fait, j'ai envie que là, le peuple de catch-up se réveille dans les commentaires et me dise ce qu'ils en pensent parce que moi, je suis vraiment partagé là-dessus. Quoi. Pour moi, Brock Lesnar, il va démembrer Cain Velasquez. T'en penses quoi, toi? Ah, j'ai pas de ce que j'ai vu de Cain Velasquez. En termes de charisme, c'est 0 déjà. En termes de shape, c'est 0. Ah ouais. En termes de promo, c'était 0. Et en termes de fighting, ce qu'il vient de nous montrer là, c'est des 0. Donc pour l'instant, ça fait 4 fois 0 égale 0. Chez moi, c'est assez simple. Je suis allé à l'école et on m'a appris ça. Donc du coup, pour l'instant, Cain Velasquez, vous l'aurez compris, c'est 0. Et c'est irrévocable. C'est irrévocable. Et ça, c'est pas une prédiction. C'est un spoiler. Ouais. Bon, on va une affaire à suivre, mais là, effectivement, je suis comme toi. Hein. Si ça reste un one-shot, ça me dérangera pas. Je retourne un petit peu en arrière, puisque on a eu un petit match tag team, tiens. Petit match tag team, les Viking Raiders, mesdames et messieurs, qui sont vos champions par équipe de Monday Night Raw, ont affronté Zack Ryder et Kurt Hawkins, qui nous ont fait une petite promo sympa, là, en gorilla position. Les mecs se balancent des cash phrases. Ils étaient plutôt en forme, là, les deux copains. Et on a eu donc un match un squash, hein, attention. Un squash étendu. Je te coupe juste parce que c'était sympa dans la promo de Ryder et Hawkins, c'est que quand ils partent, ils disent qu'ils voient bien une belle opportunité là, et puis ils se demandent s'ils vont avoir droit de la pyro, mais ils se le demandent tout haut, quoi. Ils se demandent s'ils vont avoir droit de la pyro ce soir. Ben, manque de peau, non, il n'y avait pas de budget pour Kurt Hawkins et Zack Ryder pour la pyro. C'est vrai, c'était très très drôle. C'est très très drôle. C'est ce qui fait le sel de ces émissions-là, quoi. Toi, je m'en fous d'avoir Ryder et Hawkins qui se font squash par les Viking Raiders parce qu'ils sont là pour ça, mais les mecs, ils apportent du sel à ces émissions, justement, avec ces petits plaisirs. C'est vraiment là, on est en plein dedans. On parle à des connaisseurs de catch, aux fans, et les mecs, ils ont conscience du truc. Ouais, on va peut-être avoir des pyros, et ils s'ambiancent, et ils sortent, et en fait, t'as que dalle. c'est génial. Enfin, les mecs, tu es obligé de t'attacher à ces gars comme ça, donc j'ai beaucoup aimé, franchement. Puis tous les deux, ça faisait plaisir de les voir là dans la tactique, dans un match comme celui-là, voilà, face aux champions et tout. C'est cool d'avoir des jobbers de cette qualité-là quand même, quoi. Les mecs, ils ont tellement intégré le fait qu'ils étaient des jobbers, hein, au mieux des low-carders, qu'ils avouaient justement qu'ils étaient assez frustrés pas de leur prise de titre par équipe, parce que ça avait été un super moment. C'était à WrestleMania, hein. Oui, c'est à WrestleMania qu'ils avaient chopé le titre et mis fin à la longue ligne de défaite de Kurt Hawkins.
Mais ils étaient frustrés que ça ait duré, en fait. Ils étaient frustrés que ça ait duré, parce que finalement, ça n'a rien donné. Les mecs, ils étaient champions, on les voyait plus, et puis un jour, on les a revus, et c'était pour perdre le titre, genre 2 ou 3 mois plus tard. Et les mecs, toi, ils se disent, putain, on aurait préféré perdre le titre dès le lendemain, ça aurait été beaucoup plus Zack Ryder que de garder le titre pendant 2 ou 3 mois sans rien faire. Donc toi, tu as vraiment des mecs qui savent quelle est leur place, quoi, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Quand on a doublé, on peut pas tous être en haut de l'affiche. Et toi, les mecs savent où ils sont. Et là, ils étaient comme des bébés dans l'eau, quoi. Ils étaient comme des poissons dans l'eau. Les bébés peuvent aussi aller dans l'eau, faut juste les surveiller. Ils étaient bien. Ils étaient bien. Et les Viking Raiders, donc moi, je suis pas trop ce qui va se passer avec eux. Ils ont le titre, mais bon. C'est du lourd, hein, évidemment, pas entre les cordes, mais affaire à suivre, quoi. Pour la division tag team que tu aimes tant. Ouais, de toute façon, c'était un match de transition, encore une fois, avec l'histoire de Crown Jewel, tout ça, avec le Tag Team Turmoil qui va arriver. Et où du coup, c'est pas un secret d'ailleurs, parce que à SmackDown de la semaine dernière, j'ai dit que mes favoris, c'était les New Day, mais malheureusement, Xavier Woods s'est blessé assez gravement. Et donc, du coup, ça va faire une team. Est-ce que ça va faire une team Biggie Coffee pour New Day? Oh, ça reste pas mal quand même. Allez, ça reste Bah pas mal. oui. Ça reste Ouais, bien sûr. Ouais, Ah ouais. oui, bah ils vont faire ça, je pense. Ouais, ils vont faire ça. Ouais. Donc, non, écoute, c'était un petit match. C'était presque trop court, justement, quoi, parce que je pense que Ryder et Hawkins, ils en ont plus sous la semelle, tu vois, pour faire des matchs un peu plus longs et Ouais. se présenter comme un peu plus dangereux. Mais comme là, ils veulent rendre les Viking Raiders très, 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 très forts. Mais bon, le problème, c'est que là, le public de Cleveland, il n'était pas là pendant ce match-là. Hein. Je sais pas, ça devait être l'heure. Il devait aller mater la télé, aller regarder les résultats de la NFL en même temps, mais Ils sont allés demander des autographes aux Browns, hein, parce que tu avais une délégation de l'équipe justement de football américain qui était là, avec un mec, j'étais fou, parce que je suis pas mal la NFL, est un des joueurs de l'équipe des Browns dont le nom est Bitonio. Le mec s'appelle Bitonio. Et il était dedans, c'était un des barbus qui était là, un barbu chauve. T'avais un mec qui était déguisé en Steiner, je crois, là, il avait sa côte de maille. Et côté donc lui, t'avais un mec qui s'appelle Bitonio. Je fais, c'est Bitonio. ouais, donc c'est Monday Night Football, mais aussi en même temps que Monday Night Raw, mais par contre les Browns jouaient pas. Et Ah, ils parce étaient que en bye week, ouais. la grosse affiche de Monday Night Football, je crois que c'était les Patriots contre les Jets. Et je crois d'ailleurs que ça a été un carton. On parle de NFL là, mais je crois que les Patriots ont mis un carton aux Jets. Ah, il y a eu genre 36-0, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a eu un blanchissage et, pour les Patriots. Et voilà. Mais du coup, ouais, je sais pas. C'est assez, c'est assez marrant. Ouais. Je sais pas si c'était marrant, mais un des frères Singh a gagné le titre 24/7 en battant R-Truth. Et puis un peu plus tard, R-Truth a essayé de se venger, mais sauf qu'il n'a pas fait le tomber sur le bon frangin. Du coup, R-Truth n'a pas récupéré sa ceinture. Donc c'est un des frangins, un des petits mignons de Jinder Mahal qui a le titre 24/7 à l'heure actuelle. Sachez-le. Le titre 24/7 est dans les limbes. Oui, ouais. Là, ça m'a fait marrer quand il a fait le tomber sur le mauvais frangin et qu'il a fait quoi, mais ils sont deux. Enfin, il l'a mal dit en anglais. C'était mal foutu en grammaire, toi. Là, c'était à la truth, quoi. Et ça, c'était marrant, mais je suis plus aussi. Voilà, ça me fait plus autant marrer qu'avant parce que bon, ils sont pas très inspirés, on va dire. Et puis t'as raison, il y en a mort des roll-ups, quoi. Franchement, ils pourraient tellement faire des super spots pour faire les prises de titre. Je l'appelle le roll-up championship, quoi, de toute façon. Mais ça lui va très bien. Hein. Voilà, hein, pour moi, c'est ça, ce titre-là. T'as vu le Disneyland en Arabie Saoudite, là, avec les ballons du Taker et enfin le char de Taker et de... Ah oui, j'ai vu ça. C'était. Ah, mais comment c'était trop kitsch ce truc-là, là. Pour vous dire, pour ceux qui ne regardent pas Monday Night Raw, en Arabie Saoudite, ils ont fait un défilé, une parade façon Disneyland avec spectacle son et lumière, des danseurs, des jongleurs, et tu avais un énorme char avec une représentation immense, hein, c'était pas taille réelle, hein, une représentation immense de Roman Reigns avec le titre et de l'Undertaker, et l'Undertaker était sur le char à faire des petits coucous. Tu crois que c'était pas un sosie? Je sais pas. Parce que, en fait, quand je le voyais, déjà, je me dis, est-ce que c'est un vrai humain ou genre une espèce d'automate, toi, c'était bizarre la façon dont il bougeait. Et après, je me suis dit,
C'est un vrai gars, c'est quelqu'un. Mais effectivement, est-ce que c'est le vrai Taker? Et si c'est le vrai Taker, je pense qu'il était pas forcément super à l'aise et que c'est pour ça qu'il faisait des petits coucous. Mais c'était ridicule. C'était le carnaval, là. C'était Mardi Gras, mais en Arabie Saoudite, non, avec le chat Roman Reigns et Undertaker. Ah ouais, non, c'était énorme ça. Alors là, franchement, quoi, j'étais mort de rire. J'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. J'en crois pas mes yeux, quoi. Ah, ça va être quelque chose, Crown Jewel, hein. Je crois que là, ils vont taper dans du très, 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 très lourd le 31 octobre. Ouais, effectivement, comme je disais l'autre jour en parlant de SmackDown, moi, le truc qui me fait chier, c'est qu'ils nous coltinent ça vraiment. Enfin, on se le bouffe pendant tous les weekly. Ça pourrait être juste un haut show. Enfin, voilà. Si ça débordait pas autant sur le reste, bah, tu regardes ou tu regardes pas, t'as tes convictions, t'as pas de convictions, peu importe, on s'en fout. Mais là, c'est vrai que ça déborde de partout. Ouais. Mais au moins, on voit des trucs complètement ridicules. On pourrait dire qu'on a vu quand même un char géant dans une parade avec Undertaker qui faisait des coucous aux petits-enfants quand même. Ça, c'était pas mal. Et ouais. Mickey style. Ouais, exactement. Le nouveau Mickey, Undertaker, qui a rejoint lui, qui était. En plus, je disais, il y avait des rumeurs comme quoi Disney allait racheter la WWE, tu sais. Et bah voilà ce que ça donnerait. Un parc d'attractions WWE. T'imagines? Les Ah, attractions. Faut qu'on fasse un épisode spécial où on imagine à quoi pourrait ressembler un parc d'attractions WWE. ah ouais, alors là, j'avoue que. Ah non, Ça mais pourrait être la représentation de la Firefly Funhouse, en vrai. Ce serait la maison de l'horreur. ouais, ouais. Ah, c'était tellement kitschissime que les mots me manquent. Bah, un qui a pas les mots qui lui manquent, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui va voir un petit jeune, il s'appelle Humberto Carrillo. Humberto Carrillo, il a fait une petite promo juste avant avec son accoutrement là, aztèque, où il explique ouais, je sais plus regarder quel match à la télé, et puis où il regardait une interview avec Seth Rollins. Non, je crois qu'il regardait un match, je sais plus. Toujours est-il qu'il fait une promo, il dit ouais, moi je vais devenir champion universel, donc un petit jeune qui a de l'ambition, toi, donc c'est bien. Mais moi, quand je serai un champion universel, je serai un gentil champion et je foutrai pas le feu aux maisons comme Seth Rollins. Seth Rollins, il arrive, il fait attends, je t'explique, côté champion, tu fais ce que tu dois faire, tu fais pas, c'est pas, on n'est pas à Disneyland justement. Hein. Le champion, il a des devoirs, quoi. Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et du coup, eh ben, il lui fait, bah, tu sais quoi, ce soir, tu auras un match contre moi. Et donc, on a un match, premier match de Humberto Carrillo à Monday Nitro contre ni plus ni moins que Seth Rollins. Un match plutôt bien écrit où Seth Rollins va un petit peu galérer à battre Carrillo, qui saute dans tous les sens, qui lui place des prises assez incroyables. Donc, il commence un petit peu à s'agacer, Seth Rollins. Il n'a pas réussi à faire le tombé de 3 en moins de 10 minutes. Et il finit par y arriver, non, sans avoir voilà, montré un petit peu des signes d'exaspération. Pardon. Oula, j'en perds mes mots moi aussi. Super kick et blackout pour la victoire. Seth Rollins donc, est champion. Petite poignée de main, Humberto Carrillo, qui a les étoiles plein les yeux. Je crois que là, il peut se faire virer demain, il sera content, non, notre Humberto. Ouais, c'est bien un lancement d'un jeune comme ça dans le main roster, Arrow, Amiral face au champion universel. Voilà, je trouve que c'est plutôt des bons débuts pour Humberto Carrillo. Après, je n'étais pas tellement super fan de l'espèce de tenue qui lui ont collé là. C'était un peu le truc aussi où il était devant l'écran, tout ça. Là, c'était la tenue qu'il avait. Là, c'était un peu particulier, mais sorti de ça, ouais, là, c'est un luchador, hein, Carrillo, hein, de toute façon. Donc, ça envoie bien pour Seth Rollins, quoi. Il aime bien ce genre de confrontation. Et c'était plutôt pas mal, ça a duré relativement longtemps. J'étais même surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant de temps, tu vois. Sur le coup, je pensais à un squash, et puis pas du tout. Ils ont enchaîné pas mal de choses. Et puis voilà, Seth Rollins qui reste très sportif à la fin, voilà, qui serre la main du petit jeune. Et puis bah écoute, on verra ce que donnera le petit jeune sur le futur. À la base, il faisait partie du roster de 205 Live. Il avait fait quelques apparitions à NXT, voilà, From Monterrey, Mexico. Bah écoute, on verra ce jeune homme ce qu'il a dans le ventre dans les semaines à venir.
En fait, le match qu'il regardait, c'est un match dont j'étais sur le point de zapper, d'oublier. C'était Sin Cara contre Andrade. Oui, bah oui, d'ailleurs, en fait, j'allais enchaîner en me disant, mais dis donc, il n'y aura pas un match que tu as fait volontairement exprès de ne pas parler parce qu'il y avait un mec avec un masque. Ah oui, du délit de sale masque. Délit de sale masque, ouais, c'est comme ça que ça se passe, non mais oh. Ouais, bah, même c'est Ouais. un retour quand même, hein. Un sacré retour, non? T'as été soufflé, non, de voir ce mec-là revenir. Ouais, écoute, Sin Cara, la magie est tombée le jour où, en allant, je crois que c'était à Bercy, que je suis allé voir un match et j'ai vu qu'en fait, quand Sin Cara il fait son entrée dans le ring, qu'il fait un super saut par-dessus la troisième corde, en fait, c'est pas parce qu'il prend de l'élan et qu'il saute super haut, c'est parce qu'il y a des mecs de la technique qui lui mettent un petit trampoline juste devant le ring et que le gars il arrive à fond les ballons, il saute sur le trampoline et il passe au-dessus de la troisième corde. Et là, Ah la ouais, magie est tombée. Là, la magie a disparu pour Sin Cara. le kayfabe en a pris un coup dans la gueule, quoi. Bah ouais, attends. Parce que t'es là, dire, waouh, le mec, quand même, il saute. Alors, tu sais, tu réfléchis pas trop, parce qu'effectivement, c'est impossible de passer par-dessus la troisième corde depuis l'extérieur du ring, sauf peut-être Cesaro y arriverait, quoi. Mais en fait, une fois que tu vois le truc, tu fais, ah ouais, ah bon. Bah oui, en fait, il est nul, ce catcheur. Ouais, et puis en plus, c'est la deuxième version, parce qu'ils ont été deux à se partager Ah, c'est Unico qui est sous le masque dorénavant. qui est sous le masque, ouais. Et l'ancien Sin Cara a eu plusieurs noms parce que si tu veux, il est toujours actif, lui, hein. Il est dans les fédés mexicaines, mais il a souvent été très mauvais. Moi qui suis la triple A, j'ai eu l'occasion de le voir en Mystico. Et C'est ça, c'était Mystico, Mystico, il a eu son un autre blaze. nom avant, je me souviens plus, mais voilà, mais là c'est Mystico. Et c'est un catcheur très mauvais. Il n'y a pas eu d'évolution, quoi. Et Ouais, en plus, d'accord. le Sin Cara, là, moi je l'ai trouvé un petit peu gras du bide, un peu, hein, sur les bords, hein. Je l'ai pas Ouais. trouvé dans une grande forme. Il nous a trouvé moyen de faire encore un ou deux botches, hein, avec les cordes et tout. Ou alors il place des coups tout mous aussi. Ça, c'est un de ces trucs. C'est souvent, il fait des trucs comme ça. Il se lance sur un grand truc et puis au moment où il arrive sur le mec, bah, en fait, il fait un truc mou. Alors, Pichenette. bon, tout ça pour ça. Oh, heureusement, Andrade, lui, quand il met des coups, il met des vrais coups. Et il y va, quoi. Et Il claque qui met. puis Zelina qui porte son petit Hurricane Rana à chaque occasion qu'elle le peut. Donc voilà. Et puis là, le Hammerlock des DDT de Andrade, t'as pas envie de rigoler avec cette prise-là, quoi, tu vois. Comme son double Oh, knee. ouais, le mec, t'as pas envie de l'emmerder, hein. Il est bien là, Andrade. Et du coup, Andrade, c'est comme une big news. Il a été drafté. Enfin, il y a eu un transfert, hein, parce qu'il était à SmackDown, souvenons-nous. Ouais. Ouais. Bah ouais. Andrade, nouvel arrivant. Il a été racheté par Monday Night Raw. Donc voilà, c'était ce match-là en fait que regardait notre ami Aztec et son drôle de déguisement. Mon petit Chris, est-ce que tu es prêt à parler du main event? Ouais, je suis prêt pour le main event. Ça a commencé backstage avec les Street Profits qui d'ailleurs s'étaient fait emmerder la semaine dernière par Z aussi, s'étaient fait passer à tabac il me semble. Là ils sont chauds, les Street Profits, hein, ils nous font leur petit segment backstage habituel et ce soir ils affrontent The OC, le club original, composé donc de Gallows Anderson et de AJ Styles, qui nous font aussi une promo en mode visiblement il y a un délire sur le mom lovers, quoi, genre c'est nous que les mamans adorent. Les MILF sont l'audience première de AJ Styles, visiblement. Il y a sûrement une part de vérité là-dedans. Et du coup, le match commence, mais le fameux partenaire mystère qui devait rejoindre les Street Profits, bah, il met du temps à venir. Et du coup, bah, c'est un petit peu la galère pour les Street Profits. Montesford, bah, il joue le face en péril, ils se font un petit peu rouler dessus. Alors, Dawkins fait le hot tag avec un bon gros comeback, hein, c'est comme ça fonctionne le tandem dorénavant. AJ Styles se fait virer. AJ Styles se fait virer par l'arbitre. Et au moment où AJ Styles repart tout penaud et tout énervé, surtout sous le titantron, une musique retentit, celle de Kevin Owens. Kevin Owens, donc, qui avait transféré à Monday Night Raw et de retour. C'est vrai qu'il n'était pas apparu hein, juste après la draft. Il est là et il vient dégommer donc AJ Styles et provoquer la victoire
la première victoire. Hein. Tous ces petits jeunes-là, ils gagnent ce soir la victoire de Street Profits pour une belle image de Babyface à la fin. Et visiblement, on réactive cette bonne vieille feud entre AJ Styles et le Canadien Kevin Owens qui revient aux affaires, justement, peut-être autour de la ceinture US. Bang, bang, bang! Ah! Profits dans le main event et pour catcher, terminer les consultants de couloir, même si on les a vus un petit peu en backstage pendant le Raw, quoi. Mais voilà, déjà, j'étais bien content de les voir enfin à l'œuvre dans le show rouge. Ça, c'était vraiment cool, quoi. Et d'entrée, je me dis, là, on a une belle opposition, quoi. Les aussi contre les Street Profits, ça va nous faire un beau main event et ça va pas louper. Ça a été un bon petit combat. Et puis, voilà, quoi. Bang, bang, bang! KO qui vient coller un stunner à AJ. Moi, je suis d'accord pour le titre US. Ce line-up Owens versus Styles, ça me va complètement, quoi. Et puis là, tu rajoutes à ça dans la Tag Team Division les Street Profits, les OC qui s'attaquent aux Viking Raiders. Et puis là, on commence à avoir un truc velu, quoi. Un truc sympa, non? Ah oui, non, c'est du solide, c'est du costaud. Alors, j'ai pas très bien compris au final pourquoi Kevin Owens a tant tardé à rejoindre le match. Je sais pas s'ils l'ont expliqué ça. Parce que le match, c'était un match traditionnel à 4, du catch à 4. Et donc ça a été mal. En fait, on nous a menti un peu depuis le début, quoi. Voilà, AJ Styles, il les accompagnait en fait, les O6, quoi. Donc c'est pour ça que Kevin Owens n'est pas venu. C'était un manager mystère, en fait. C'était pas vraiment un partenaire mystère, c'est un manager mystère. Okay. Ouais, c'était plutôt un manager mystère qu'un partenaire mystère. C'était tout à fait ça, monsieur IRM. Mais après, écoute, voilà, le match était pas mal. C'est le main event à Raw. Alors moi, je suis toujours un peu chafouin quand ils nous mettent rien, qu'on a le droit à soit une promo, soit un espèce de segment tout pourri. Là, pour le coup, on a eu un vrai match, quoi, un vrai match de tag team, avec justement toute cette histoire de Crown Jewel et tout ça. C'était plutôt bien de terminer là-dessus, je trouvais. Et puis voilà, quoi, super content de voir le Kevin Owens s'attaquer à AJ Styles. Et effectivement, ils ont déjà un bon passif tous les deux, mais je suis preneur de ce qu'ils nous exécutent à chaque fois dans le ring. Ah ouais, retour de Kevin Owens qui était effectivement un très bon choix, puisque après avoir nettoyé, purgé le show bleu de l'abominable Shane, il vient purger le show rouge de l'abominable AJ Styles, puisque ce sont des sales bullies qui embêtent tout le monde, là, les Good Brothers, le club original, ils embêtent les petits nouveaux. Donc le justicier canadien, il vient régler des comptes à AJ Styles. Donc écoute, des choses qui fonctionnent, hein, on va pas les changer et c'est plutôt bon. Et une fois que tout ça c'était terminé, l'épisode était emballé, pesé. Et du coup, mon bon Chris, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note sur cet épisode de Monday Night Raw qui avait lieu à Cleveland, s'il te plaît. Yes, alors écoute, on a eu pas mal de catch dans ce Monday Night Raw. Et ça, mais après, avec on n'aime pas les catcheurs qui étaient là, mais pas mal de catch pour le coup dans cet épisode. On a lâché un petit peu les vidéos et tout ça, quoi, dans ce Raw, et on a fait place un peu à ce qui se passe dans le Square Circle, et c'était plutôt agréable. Mon flop, alors il va sans hésiter à Cain Velasquez. Voilà, pour moi, Cain Velasquez, il va falloir qu'il bosse, qu'il travaille, Kane, parce que là, vraiment, pour moi, alors, il n'est pas du tout. Heureusement, Crown Jewel, c'est dans une semaine, donc on va pas se coltiner ça pendant des semaines et des mois. Ça va être, je pense, ça va être enrobé pour l'Arabie Saoudite, donc c'est pas plus mal. Mais pour moi, Cain Velasquez, c'est clairement mon flop parce que pour moi, il n'est pas au niveau WWE à l'heure actuelle. Voilà, il est dans la big league là. Il est pas chez les pingouins de je sais pas d'où. Je veux même pas nommer de fédération parce que là, franchement, on veut fâcher personne. Voilà, on va essayer de rester amis avec tout le monde. Voilà. Donc mon flop va à Cain Velasquez. Au boulot. Et mon top, il va au match... mon top, il va au match Drew McIntyre versus Ricky Labelvie. Voilà, ça c'était le match de la soirée pour moi, l'opener avec un Ric Flair en mode yaourt. Voilà, on n'a rien compris de ce qu'il a dit, mais du coup, ça a donné un match sympa et une belle confrontation, quoi. Donc des matchs comme ça, moi j'en veux tous les lundis.
Et ma note, bah écoute, un main event pas mal, un opener pas mal. Donc déjà pour moi c'est hyper important. Le public inégal de Cleveland, pas mal dans le main event, pas mal pendant tout le segment aussi avec. C'était dans quel match là où je les ai trouvés Oui, Rollins contre Humberto aussi. dans Non. Rollins contre Humberto. Ouais, voilà exactement. Ouais. Où là il y a eu un bon, ils ont bien chauffé avec du We Want Wyatt et tout ça. J'ai trouvé ça assez sympa. Et donc On veut autre chose. on veut autre chose. Ouais, voilà, ouais, on veut autre chose. Ouais. Et du coup, je vais lui donner un 3 à ce Monday Night Raw. Voilà, c'était pas mal, c'était assez divertissement, pas mal de catch, donc moi ça joue beaucoup dans ma perception. Et donc je vais lui donner un 3. Écoute, ça va ressembler beaucoup à ce que tu viens de dire pour moi. Du coup, je vais être mon flop, je voulais le mettre aussi à Ken Velasquez, mais je vais le donner je sais pas. J'hésite entre le donner à Aleister Black, mais ça va être un petit peu comme ça toutes les semaines, ou alors à Jerry King Lawler qui s'est vraiment décomposé là pendant son interview. Enfin, le mec en plus. Vas-y, Il est pas- charge Lawler un peu. Voilà. Mais attends, c'est pas moi qui ai chargé Lawler, hein, c'est le botox et les coups de bistouri quand même, parce que le gars, son visage ne ressemble plus à rien, il avait les deux billes qui partaient dans tous les sens, il savait pas trop ce qu'il faisait, on aurait dit une poupée, une grosse poupée qui luisante, et Ouais, et qui, puis qui était il était complètement perdu, il se faisait ouater de partout, il comprenait rien. Rousseff était obligé là de lui donner des petites tapes, tout va bien se passer, respecter le Hall of Famer et tout, pour lui donner du temps, parce que le mec, il s'embrouillait, incapable de placer une promo, et c'est ces mecs-là qu'on doit montrer aux petits jeunes. En fait, regarde, une fois sur deux, quand ils mettent des vétérans au micro, les gars, en fait, ils se décomposent, ils sont hors jeu, quoi. Donc, c'est pas possible. Jerry King Lawler, tu restes aux commentaires si tu veux, mais mettez-nous quelqu'un d'autre. Voilà, le mec, c'est une poupée bizarre. Mon top, je vais le donner spécifiquement à Ric Flair. Au début, parce qu'au début, je sais pas, je fais oh là 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 la catastrophe. Et quelque part, ça peut être vu comme une catastrophe, toi. Mais en fait, pas du tout. Le mec nous a fait un show à l'ancienne et surtout, le mec était vivant, contrairement à Jerry Lawler. Le mec était en vie. Il est en vie, Ric Flair, là. Il est à l'ancienne, il a retrouvé ses 20 ans, il se croit dans les années 60-70, là. Et il nous a fait un show complètement sous coke. Drew McIntyre, il était mort de rire. Il avait un sourire, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et c'était. Drew McIntyre, il était vachement satisfait en fait de ce qui se passait. Lui, Ouais. on sentait que c'était grand plaisir d'être avec le Hall of Famer. Ah ouais, parce que l'autre, il lui passait la crème, quoi. Ouais, ton McIntyre, c'est mon gars, toi, parce qu'il était là, ouais, super. Attention, on me l'a déjà fait, Vince McMahon me l'a déjà fait, celle-là, c'est mon gars, et puis, et puis ça a donné ce que ça a donné. Mais voilà, et du coup, pour ma note, je vais être comme toi, un bon 3, et c'est un bon 3, toi, c'est un bon 3, parce que, il y a eu du bon catch, et surtout, on a assisté vraiment, on en parlait lors de la draft, avec toi et avec Raphaël, qu'on salue maintenant, qui fait le tour du monde, là, peut-être qu'il nous écoute, nos amitiés. J'espère que là où tu es, tu as accès au network, où tu peux aller voir des matchs, des affrontements de catch dans des caves sointantes d'Argentine. Mais effectivement, il y a eu un switch. Il y a eu un switch entre Raw et SmackDown. Dorénavant, SmackDown, on le déplorait la semaine dernière. SmackDown, c'est des matchs de moins de 10 minutes avec des superstars, des mecs costauds, des matchs qui se terminent pas bien. Enfin, toi, où t'as pas vraiment de victoire clean. On est dans le spectacle, on est dans la promo, on est dans les packaging vidéo à toutes les sauces. Et si vous voulez voir du catch, de la grosse lutte, des matchs intenses, de la compétition, de la compète, avec des matchs qui durent 15 minutes, comme Chris il aime, avec finalement un déroulé vachement plus organique. Ce qu'on a vu là à Raw, c'est des choses qu'on voyait à SmackDown, avec des petites séquences backstage qui amenaient les mecs à se chauffer et puis après se retrouver plus tard dans le ring. Toi, tout ça se croisait assez facilement et tu les voyais pas passer les 2 heures de SmackDown grâce à ça, parce que tout était, il y avait du lien entre tout ça, du lien entre toutes ces séquences. Et dorénavant, c'est à Raw que ça se passe. Et du coup, il va falloir s'y faire. Si vous voulez regarder, si vous aimiez le SmackDown de il y a 1 ou 2 ans, il faut regarder Raw maintenant. Alors, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Il y a un truc que j'ajouterais, c'est que par contre, sur ce Raw, il y a quand même eu un problème majeur. Et en fait, sur le coup, je voulais peut-être le mettre en flop, j'hésitais par rapport à ça.
mais c'est que par contre, on n'a pas eu de catch féminin de toute la soirée. La seule intervention de la division féminine, ça a été Lana, l'histoire avec Rousseff et Lashley, mais ça a été un roux sans femme. Et alors là, franchement, dans les commentaires, les amis de Catch-Up, s'il y a quelqu'un qui peut nous retrouver, ça date de quand la dernière fois qu'un weekly s'est déroulé sans aucun catch féminin, je pense que ça doit dater de Mathusalem, ça. Au moins. Alors, je sais que Becky Lynch, alors c'est que Becky Lynch, mais Becky Lynch et peut-être une ou deux autres catcheuses étaient à un événement, peut-être ESPN, je crois, enfin, une espèce d'awards pour récompenser. Saoudite, hein. Non, Quoi qu'il c'est- mais il y avait une espèce de remise de prix, une cérémonie pour récompenser les femmes athlètes ou les femmes sportives, enfin voilà, l'accomplissement des femmes. Mais c'est vrai que, alors, c'est-à-dire qu'elles étaient là, et pendant ce temps-là, à Cleveland, eh ben, elles étaient pas, elles avaient aucun match. Donc le double discours, tout ça à une semaine de Crown Jewel, où il y aura aucune fille. Donc Et on est ouais. une espèce de trinité un peu chelou, là, où on célèbre la femme sans la montrer, et surtout pas en l'invitant. Donc, Ouais, c'est laisse bien. méditer là. Les femmes, c'est sympa, mais elles restent sur le perron, quoi. Laisse méditer là-dessus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, qui effectivement rebalance un peu les cartes sur ce que chaque show nous propose. Qu'est-ce que vous pensez éventuellement de Cain Velasquez? Est-ce qu'il doit... Je ne sais pas s'il aura le temps, là. Il a plus le temps d'aller à la salle, le Mac, hein. Là, il va arriver et puis il va donner des gros coups de poing par terre. Et puis c'est tout ce qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de Kane et quel est votre top, votre flop, votre note? Le retour de Drew McIntyre, le retour de Sin Cara, la première victoire de Humberto Carrillo et des Street Profits. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Vous pouvez nous retrouver, donc Catch Up, votre émission qui résume les shows de la WWE et les analyses pour vous toutes les semaines en audio sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud, sur Google Podcast. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur le Discord. Le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Catch Up CDC. Je te remercie, mon bon Chris, pour ton analyse et ton bagou. Avec plaisir, mon Yerem. Et je tiens à le dire à l'antenne, je prends nos auditeurs et nos auditrices à témoin, je n'ai aucun problème avec les hommes masqués. C'est faux. Je les aime, ces hommes masqués. Ils sont beaux, enfin j'en sais rien, ils sont beaux avec leur masque, ils sautent partout, ils sont rigolos, ils sont bien. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Yerem. Salut Papa de Catch-Up. Où sont les femmes? Le pire, c'est que je me suis dit, ah, je vais commencer le truc là-dessus. Où sont les femmes? Mais non, en fait, j'ai oublié. Et ça m'est revenu qu'à toute la fin de la review. Mais ouais, il n'y a pas eu de Nana à Raw.